99.2. Il est 18h. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous et bonne rentrée dans l'actualité du lundi 1er septembre. 235 000 élèves retrouvent les bancs de l'école dans le Val d'Oise. 56 classes en primaire ont fermé leurs portes cette année. Le lycée 2.0, c'est ce que promet la région Île-de-France. Valérie Pécresse a dévoilé ses ambitions pour cette nouvelle année scolaire. Rentrée dans les écoles mais aussi politique et sociale, le député Aurélien Taché est notre invité. Et puis côté météo, demain prévoyez une journée entre pluie et nuages. Comptez 16 dans la matinée, 18 dans l'après-midi. Un accident grave à Villiers-le-Bel. Une voiture a percuté samedi matin un camion en stationnement. Sous la violence du choc, les airbags se sont déclenchés. La passagère retrouvée inconsciente au sol a été transportée en urgence absolue à l'hôpital de Gonesse. Le conducteur, lui, a pris la fuite, abandonnant la jeune femme sur place. Une enquête est en cours pour tenter de le retrouver. C'est la rentrée scolaire et dans le Val d'Oise, comme partout en France, les élèves retrouvent les bancs de l'école. Julie Rossetto. Quelques 235 000 élèves sont retournés vers les établissements scolaires cette semaine dans le département. Du côté du primaire, les effectifs baissent. On compte près de 950 élèves de moins cette année. Ça se traduit par la fermeture de 58 classes, dont 37 en éducation prioritaire. Au niveau des collèges, 65 000 élèves ont retrouvé leur salle de classe. Une bonne nouvelle cependant, un nouveau collège doit bientôt ouvrir ses portes à Persan. Enfin, 72 500 lycéens, toutes filières confondues, font également leur rentrée dans le Val d'Oise. Et en Île-de-France, des changements dans les priorités budgétaires. Cette année, les lycées et l'enseignement obtiennent un budget supérieur au transport. C'est dans ce contexte que Valérie Pécresse dévoile son arsenal de mesures, toutes tournées vers un objectif, transformer la vie lycéenne en version 2.0. Les lycées franciliens font peau neuve et Valérie Pécresse mise tout sur le bien-être. Des lycées qui en jettent, chantier permanent pour moderniser nos établissements scolaires, sécurité, équipement et cadre de travail adaptés. L'objectif est que professeurs et élèves disposent de locaux fonctionnels et accueillants. Alors, premier pilier, donc, la rénovation, le plan pluriannuel d'investissement dans les lycées avec des places supplémentaires et des livraisons dès cet automne. Alors oui, dès cet automne, 1000 nouvelles places de lycée vont être livrées en Île-de-France. Objectif 2028, 30 000 nouvelles places au lycée. My Mood, l'app qui lit dans vos pensées ou presque. Fini les savas automatiques dans les couloirs, la région lance My Mood, une application qui promet de devenir le nouveau confident numérique des lycéens. L'idée, traquer l'humeur en temps réel et dégainer du soutien psychologique avant même que le blues ne s'installe. Une sorte de météo émotionnelle personnalisée. Même esprit, la présidente de région veut aussi s'attaquer aux grands fléaux modernes. Offensive contre les addictions, en gros, le gaz hilarant c'est pas si marrant, mais également contre les troubles auditifs. Le clou du spectacle, des campagnes qui osent dire tout haut ce que parents et profs pensent tout bas. Le porno n'est pas une référence. Message reçu 5 sur 5, parce qu'apparemment, il fallait le rappeler à une génération qui a grandi avec Internet dans la poche. Autre paradoxe, un ordinateur portable oui, mais le smartphone reste interdit en classe. C'est ça, l'équation francilienne, chaque lycéen égale un ordinateur portable offert par la région. Le but, réduire les inégalités. Mais attention, en classe, c'est politique, zéro portable, smartphone rangé, cerveau connecté, une règle qui risque de faire grincer quelques dents d'ados en manque de notification. Pour les élèves en difficulté, cap sur Créteil avec une expérimentation qui simplifie enfin la jungle administrative. On va lancer cette année une expérimentation avec des associations de proximité de soutien scolaire dans 3 communes de l'académie de Créteil, Meaux, Stein et Villeneuve-Saint-Georges, pour que ces décrocheurs puissent être suivis automatiquement par ces associations qui deviendront des interlocuteurs uniques des familles pour pouvoir leur fournir des services à 360 degrés sur toute l'équipe. Et puisqu'on parle du quotidien des lycéens, la région veut verdir les assiettes avec plus de bio et de local. Les cantines passent en effet au vert avec des indications financières pour les lycées qui choisissent le bio. Parce que nourrir correctement les jeunes citoyens, c'est aussi les sensibiliser à l'environnement. Et puis, avouons-le, ça change des mystérieux nuggets d'origine douteuse. Alors le verdict. Valérie Pécresse place ses pions sur l'échiquier du bien-être lycéen. Entre technologie, prévention et rénovation, elle espère dessiner les contours d'une école où apprendre rime avec s'épanouir. Reste à voir si cette révolution de velours séduira les principaux intéressés.
Merci Julie Rossetto. Rentrée scolaire mais aussi rentrée sociale, rentrée politique et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle s'annonce plutôt chargée. Pour en parler, nous recevons Aurélien Taché. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RGB, député La France Insoumise de la 10e circonscription du Val d'Oise. Alors je vais reprendre les mots du Premier ministre François Bayrou qui s'est exprimé hier sur toutes les chaînes d'infos. Il a dit, je cite, « Les prochains jours sont cruciaux ». Est-ce que vous êtes d'accord avec le Premier ministre ? Oui, alors bon, d'abord merci de m'accueillir pour cette interview dans les nouveaux locaux de RGB que je suis très content de découvrir. Je suis d'accord avec le Premier ministre sur le fait que les prochains jours vont être cruciaux. Je suis pas sûr qu'en revanche on ait la même analyse de ce qui risque de se passer. François Bayrou a visiblement pris acte du fait qu'il n'aurait pas de majorité pour son budget, pris acte du fait qu'il n'y avait plus personne à l'Assemblée nationale, ou en tout cas plus de majorité pour accepter cette politique qui est menée depuis maintenant des années et là qui arrive à son point d'orgue avec 44 milliards d'euros qui sont demandés comme effort aux Français. Rappelons que c'était dans les hypothèses prévues par M. Bayrou la suppression de 2 jours fériés, le déremboursement des médicaments, les suppressions de postes d'enseignants. Moi j'ai été voir l'école des Genottes ce matin ou le collège Gérard Philippe et je vois bien qu'il y a des vrais besoins à l'école et que malheureusement on est encore en train de dire qu'on va faire des économies. Donc tout ça n'est plus acceptable. Les prochains jours vont être cruciaux pour que M. Bayrou organise son départ et vont être cruciaux pour que les Français se mobilisent après le 8 septembre où nous aurons finalement remercié M. Bayrou et nous l'aurons envoyé en vacances. Il faudra le 10 septembre se mobiliser pour faire la même chose avec M. Macron. Voilà pourquoi je pense que les prochains jours vont être cruciaux. Si il n'y a pas trop de doute sur le fait qu'aujourd'hui François Bayrou, alors on peut espérer un autre scénario, mais aujourd'hui va être potentiellement mis à la porte. C'est quoi la suite ? C'est une nouvelle dissolution ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Alors, il peut se passer plusieurs choses. Monsieur Macron peut décider de nommer un nouveau Premier ministre. Il va certainement le faire, parce que de toute façon, il y a évidemment une continuité de l'État à assurer, mais je ne crois pas que ça change grand-chose parce que le président de la République ne veut pas changer de politique. Emmanuel Macron est absolument convaincu que la seule chose qui est la bonne pour la France est de faire une politique en faveur des grandes entreprises, en faveur de ceux qui pourraient faire ruisseler l'argent et dont on attend toujours que ça arrive. Donc ça va être le refus d'augmenter les impôts pour les plus riches, une politique qui va encore une fois viser à attirer les multinationales et ça ne crée pas d'emplois, en tout cas d'emplois de qualité en France et ça ne permet pas de réindustrialiser le pays. Donc tout ça est voué à l'échec, mais c'est l'obsession de M. Macron. Donc il va peut-être nommer un Premier ministre, mais qui va certainement avoir peu ou prou la même feuille de route. Et donc on va bien voir si un budget est adopté, on va bien voir ce que font les autres groupes parlementaires, notamment ceux qui appartenaient à l'ancienne coalition du Nouveau Front Populaire, parce que si ils ne censurent pas ce gouvernement, je pense que les Français vont être extrêmement en colère. Donc la seule solution, le vrai problème, ce n'est pas de savoir si M. Macron va nommer M. Lombard ou M. Lecornu ou même M. Cazeneuve. Le vrai sujet, c'est qu'il s'en aille, qu'il remette sa démission en jeu et qu'on voit comment enfin débloquer la situation avec une nouvelle élection présidentielle, parce qu'en France, tout commence et tout termine par une élection présidentielle. Plus ça va, plus on entend parler de crise de régime. D'ailleurs, c'est des mots avant qui ne venaient que de la France Insoumise, et petit à petit, même Gabriel Attal s'y tente. Est-ce que pour vous, on est dans une crise de régime ? Comment on la règle aujourd'hui ? Oui, on y entre clairement. C'est bien pour ça que sous la Ve République, je pense que la seule manière de sortir d'une crise de régime, c'est effectivement le départ du président de la République. On avait eu le précédent avec le général de Gaulle, ça n'est pas arrivé depuis. Oui, nous sommes dans une crise de régime et ensuite, ce qu'il faut imaginer, c'est la suite. C'est une nouvelle République. Une République où finalement, on ne demande pas leur avis aux Français qu'une fois tous les 5 ans, puis après, on s'en moque, ou alors éventuellement, on fait une dissolution de l'Assemblée nationale. Mais même si M. Macron faisait ça, il est très probable qu'on aurait peu ou prou le même résultat qu'aujourd'hui, à savoir une Assemblée ingouvernable avec un gros bloc à l'extrême droite, des gens au milieu, et puis un gros bloc à gauche. Et donc tout ça ne donne rien. Donc la 6e République, avec plus de pouvoir pour les citoyens, avec des référendums révocatoires, avec tout un tas de possibilités pour les citoyens de s'exprimer beaucoup plus régulièrement, serait une manière de redonner le pouvoir au peuple. C'est comme ça qu'on pourra éventuellement en finir avec cette crise de régime. Vous croyez pas à une hypothèse de victoire de la gauche aujourd'hui sur une nouvelle dissolution ? Nous ferons tout pour, évidemment. Mais je ne suis pas non plus naïf. Le danger de l'extrême droite est très puissant. Nous sommes à gauche divisés, il faut bien le reconnaître. Nous avons eu, et je ne sais pas toujours pourquoi, des différends qui se sont exprimés de manière très forte, alors que pour moi, les grands sujets qui ont été ceux qui ont ponctué le débat politique depuis des mois auraient dû permettre une sorte d'unanimité de la gauche pour dénoncer le génocide à Gaza, pour finalement faire feu de tout bois pour que M. Macron s'en aille. Mais vous voyez bien qu'on a des différences d'analyse et qu'aujourd'hui, on n'est pas complètement en situation d'avoir une victoire aux législatives sans avoir eu une élection présidentielle avant. Je pense qu'une élection présidentielle peut être victorieuse pour la gauche parce que quelqu'un
l'emportera et ensuite donnera le ton pour les élections législatives, je pense que les élections législatives anticipées seraient plus périlleuses. Mais si on doit y faire face, évidemment qu'on le fera. L'union de la gauche, c'est quand même devenu ça devient une rengaine presque, l'union de la gauche. Malheureusement. Aujourd'hui, est-ce que vous comprenez les personnes de gauche qui sont déçues de voir la gauche ne pas réussir à s'unir ? Bien sûr que je comprends ça. Je suis aussi très inquiet des jeunes qui ont voté pour la première fois, parfois en 2024, pour faire barrage à l'extrême droite, en disant qu'on allait peut-être pouvoir tout changer avec ces élections législatives. Moi, j'en croise beaucoup à Cergy et sur l'agglomération, et qui me disent Monsieur le député, je ne sais pas si on reviendra voter parce qu'on vote et ça sert à rien. Donc évidemment qu'il y a quelque chose d'extrêmement grave, qu'il y a une crise démocratique qui se fracture, qu'il y a un peuple de gauche, appelons-le comme ça, qui est extrêmement déçu. Moi, je pense que là, la priorité absolue, c'est de faire bloc pour le peuple, de faire l'union populaire et de se dire que si les appareils politiques ne sont pas en capacité de s'entendre, eh bien, il faut pouvoir réunir tous ceux qui ont intérêt à ce que ça change. Et le 10 septembre, je le redis, je pense qu'il faudra se mobiliser fortement, parce que nous avons une occasion de faire entendre une voix différente, de faire entendre la colère sociale du pays, et ce sera ensuite à nous les élus de lui donner un débouché politique. Est-ce qu'on peut y croire à cette colère sociale aujourd'hui, quand on voit que les mouvements sociaux ont eu tendance quand même à s'essouffler un petit peu? Est-ce qu'on peut attendre un gilet jaune 2.0 ou presque, ou autre chose ? Alors moi, ce qui me rend optimiste par rapport au 10 septembre, c'est que contrairement à ce qui s'était passé pour le mouvement des Gilets jaunes, cette fois-ci, tout le monde tire dans le même sens. Les organisations syndicales, les principales en tout cas, la CGT, Sud et d'autres, Force ouvrière, ont appelé à des préavis de grève, ont appelé à une journée de grève générale pour le 10 septembre. Donc ça ne s'était pas passé au mouvement des Gilets jaunes. Donc là, si on a finalement une contestation très forte qui part des mouvements citoyens de la société, accompagnée par le mouvement social et les syndicats et par un certain nombre de formations politiques. Je remarque quand même que cette gauche qu'on dit toujours divisée a été unanime pour soutenir le 10 septembre. Les Insoumis, nous soutenons le 10 septembre, nous avons été les premiers à le faire avec Jean-Luc Mélenchon, mais il y a aussi les écologistes, les socialistes et les communistes. Donc il y a peut-être l'occasion finalement d'aller au bout pour que cette révolte soit enfin entendue. Je regrette que certains en revanche n'en tirent pas les conclusions et n'appellent pas à la démission d'Emmanuel Macron ou à sa destitution, parce que c'est la seule solution pour avancer. Est-ce que c'est une stratégie politique de poser le vote de la confiance le 8 et de dire s'il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de manifestation en fait? Je vois bien que c'est l'idée qu'avait M. Bayrou. Il ne sera certainement plus là de toute façon pour voir ce qui se passe, puisqu'il aura été remercié. Non, moi je crois que de toute façon, même si on renverse François Bayrou le 8 septembre, je viens de le dire, Emmanuel Macron va certainement nommer un Premier ministre qui va mener peu ou prou la même politique. Donc la seule solution pour qu'on ne soit pas dans la même situation dans 3 mois, c'est effectivement de se mobiliser le 10 septembre et d'obtenir le départ de M. Macron. On va terminer sur un mot sur ces propos que vous avez tenus notamment sur Twitter. Je cite la police tue partout, qui vous a valu une plainte de la part du préfet du Val d'Oise, Philippe Court. Je ne vais pas vous demander si vous regrettez, vous avez eu l'occasion déjà de vous exprimer de nombreuses fois dessus, mais je voudrais essayer qu'on comprenne ensemble le sens de ce tweet. Oui. Quel sens aujourd'hui ça a de tweeter la police tue partout? Eh bien écoutez, je faisais référence à ce qui s'était passé dans la commune d'Auger, dans les Deux-Sèvres, dont je suis natif de ce département, et qui ont vu finalement 3 gendarmes entrer chez un jeune homme pour tapage nocturne et abattre ce jeune homme dans sa chambre. On est malheureusement en région parisienne trop coutumier des violences policières qui peuvent parfois entraîner la mort. On se rappelle tous notamment soit dans le Val d'Oise de l'affaire Traoré, soit de l'affaire du jeune Naël, plus près de nous à Nanterre, plus près de nous dans le calendrier, je veux dire. Et on était moins habitués à voir ça dans des territoires comme les territoires ruraux. Et si vous écoutez les gens à droite ou à l'extrême droite, ils vont vous expliquer que de toute façon, les violences policières, ça n'existe pas. C'est juste que finalement, dans les quartiers populaires, on a des gens qui ne seraient pas civilisés et qui donc s'en prendraient à la police. Eh bien, je voulais montrer par ce tweet que, en fait, partout, ce genre de situation, ce genre de drame pouvait arriver et qu'il fallait donc réformer la police en entier. Ça m'a valu cette plainte de monsieur Philippe Court, préfet du Val d'Oise, que je connais bien et avec qui d'habitude j'arrive à travailler quand même si je suis dans l'opposition. Je reçois, depuis que M. Court a porté plainte contre moi, des dizaines et des dizaines de menaces de mort. Des photos de pistolets, de balles, on va venir te chercher chez toi, etc. Je pense qu'un préfet, qui est garant de l'ordre public, garant de la sécurité des Français, devrait réfléchir à 2 fois avant de mettre l'appareil répressif finalement au service d'intérêts politiques qui sont ceux de son patron, M. Bruno Retailleau, et réfléchir à ce que ça peut avoir comme conséquence, parce que moi aujourd'hui, je suis dans la situation où je suis menacé sans cesse et je n'ai fait que mon travail de parlementaire en m'exprimant. Merci Aurélien Taché d'avoir été avec nous, député Merci à vous. La France Insoumise de la 10e circonscription du Val d'Oise.
L'apéro électro a une nouvelle fois fait carton plein. Samedi 30 août, près de 8000 personnes se sont réunies dans le parc de l'Hôtel de Ville pour la 4e édition. Malgré une météo capricieuse, la soirée a mêlé musique, restauration et animation familiale. Le maire, Maxime Tory, salue un événement convivial, intergénérationnel et vivant. Devenu incontournable, ce rendez-vous marque désormais la rentrée dans la commune. Et il n'a que 17 ans et déjà une œuvre impressionnante à son actif. Olivier Nog est un jeune lycéen de Montmorency dans le Val d'Oise. Il a passé 8 mois à reproduire sa ville dans le jeu vidéo Minecraft. À l'échelle, bloc par bloc, il a recréé la collégiale, le conservatoire, la ville Saint-Valéry ou encore plusieurs rues de sa commune. Une véritable déclaration d'amour à sa ville, mais aussi une contribution au projet international Build the Earth, qui vise à modéliser la planète entière dans le jeu. Après 350 heures de travail, Olivier s'apprête à rejoindre la prépa du lycée Chaptal à Paris, mais il compte bien continuer à faire vivre le projet avec la communauté, déjà forte de plus de 7000 joueurs. Et bien comme quoi on peut réconcilier le patrimoine et la jeunesse. Merci Julie Rossetto, c'est la fin de ce journal. Merci à Damien Gissa pour sa réalisation, Jean-Céric Mingros pour la réalisation vidéo. Vous nous retrouvez évidemment tous les jours sur Facebook maintenant, en direct en vidéo. Et on se retrouve bien sûr dès demain sur RGB 99.2, sur radio-rgb.net, en direct vidéo sur notre page Facebook, j'ai déjà dit, radio RGB 99.2 FM, ainsi qu'en podcast sur toutes les bonnes plateformes de streaming. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée sur notre radio et je laisse la parole à Damien pour la programmation. Et côté programmation, c'est la rentrée aussi à 19h sur notre antenne pour le 100% football amateur, présenté par Farid Rouas et ses consultants. Retrouvez toute l'actualité de vos clubs valdoisiens ainsi que franciliens. À 20h, c'est désormais le lundi que vous avez rendez-vous avec 1984, l'adaptation événement audio du livre de George Orwell par John Mack avec 2 épisodes. Enfin, à 21h, pour ceux qui l'auraient manqué, c'est le retour et la rentrée aussi pour la libre antenne avec Claude Lange. Bonne soirée à l'écoute du 99.2 FM RGB ou radio-rgb.net en streaming, ainsi que les applications pour smartphone, les radios associatives et Radio Player France. RGB en direct de Cergy-Pontoise.